Le 8 août 2002, le corps d'une jeune femme va être découvert en plein milieu des hautes herbes. Elle s'appelait Dinah Crawford et n'avait plus été vue depuis déjà plusieurs jours. Rapidement, la police se mettra sur cette affaire et plusieurs personnes finiront par être appréhendées. Plusieurs feront même des années de prison. Mais au final, savons-nous réellement qui s'en est pris à Dinah Crawford? Pour tout savoir sur cette triste et très mystérieuse histoire, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous viens avec une histoire où on va un petit peu parler de la victime au début, mais on va surtout se concentrer sur les potentiels suspects, sur les personnes qui en tout cas ont été déclarées coupables à un moment donné par la justice. Vous allez voir, c'est vraiment une affaire à rebondissement, c'est vraiment une affaire très mystérieuse et extrêmement intéressante. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Dinah Crawford est née le 27 février 1981 aux États-Unis et a vécu une partie de son enfance avec ses parents Terry et Brenda Crawford ainsi que ses 4 frères et sœurs. Malheureusement, lorsque Dinah était encore très jeune, ses parents ont divorcé et son père Terry s'est remarié avec une femme qui s'appelle Angie. Mais malheureusement, j'ai pas vraiment plus d'informations sur l'enfance de Dinah. Mais en tout cas, en 2002, elle était âgée de 21 ans et vivait toujours aux États-Unis dans la ville de Glenwood, dans l'état de la Virginie occidentale. Je pense qu'on peut dire qu'à cette époque, la vie de Dinah était vraiment loin d'être calme. À seulement 21 ans, elle était déjà maman d'un petit garçon qui avait presque 2 ans. Mais bon, ça reste important de préciser que son fils était réellement sa raison de vivre. Elle l'aimait, elle était très fière d'être maman. Mais malheureusement, à côté de ça, Dinah luttait contre sa dépendance au crack. Alors si jamais vous ne savez pas, le crack c'est une drogue considérée comme dure qui ressemble en fait à de la cocaïne mais qui se présente sous forme de cristaux et qui est habituellement fumée. C'est vraiment une drogue extrêmement addictive et qui a des effets extrêmement dévastateurs sur la santé. Donc voilà, Dinah en était malheureusement dépendante et d'ailleurs pour se faire assez d'argent pour en acheter, elle travaillait en tant que travailleuse du sexe. À côté de ça, elle vivait dans une sorte de maison / squat qui sera d'ailleurs nommée plus tard comme une maison à crack. De ce que j'ai pu lire, ça faisait pas longtemps que Dinah habitait dans cette maison et vraiment elle comptait pas y rester très longtemps, mais quoi qu'il en soit, l'endroit était fréquenté par beaucoup d'addicts et tous se tiraient énormément vers le bas. De plus, ce n'était clairement pas un endroit viable pour Dinah pour élever son fils. Mais bon, la bonne nouvelle dans tout ça, j'ai envie de dire, c'est que la famille de Dinah restait vraiment très disponible pour elle. Ils prenaient beaucoup soin du fils de Dinah, par exemple, les parents de Dinah s'en occupaient assez souvent pour pas qu'il reste dans cette maison à crack, comme ils l'appelaient. Et puis aussi, ils gardaient vraiment l'espoir que Dinah s'en sorte, qu'elle arrive à vaincre son addiction. Et il la soutenait énormément dans ce sens-là. Ses parents ont d'ailleurs décrit leur fils comme étant une très belle jeune fille avec de beaux cheveux roux et un grand sourire. Mais plongeons-nous à présent dans la journée du 8 août 2002. Ce jour-là, des bûcherons ont retrouvé le corps d'une femme dans les mauvaises herbes à côté d'un hangar près d'une ferme abandonnée dans la ville de Hickory Ridge à presque 3 heures en voiture de la ville de Glenwood, donc là où Dinah habitait. Rapidement, le corps sera identifié comme étant celui de Dinah Crawford, âgée, je le rappelle, de seulement 21 ans. Les policiers qui s'étaient rendus sur place ont alors noté que lorsqu'elle a été retrouvée, elle était allongée sur le sol dans l'herbe et était nue des pieds jusqu'à la taille. Son pantalon a d'ailleurs été retrouvé en boule à côté de son corps et son haut, qui était un débardeur noir, a été retrouvé levé au-dessus de sa poitrine. Les enquêteurs noteront également que près du corps de Dinah se trouvaient 5 mégots de cigarettes, une canette de bière, une poche de tabac ainsi qu'une tasse en verre. Évidemment, tout ça va être envoyé au laboratoire de la police afin qu'on puisse en extraire de l'ADN. En parallèle, le corps de Dinah sera emmené auprès d'un médecin légiste qui déterminera que la cause de sa mort était la strangulation.
Le légiste déterminera également qu'au moment où le corps de Dina a été retrouvé, elle était sans doute déjà morte depuis environ 3 à 5 jours et de ce qu'on sait, son corps n'avait pas été déplacé depuis sa mort. Par contre, je n'ai trouvé nulle part l'information claire et nette comme quoi elle aurait été agressée sexuellement. On sait qu'elle a été retrouvée quasiment nue, donc on imagine qu'il y a pu avoir agression sexuelle. Mais dans les relevés des médecins légistes, dans les interviews que j'ai pu trouver, etc., j'ai pas trouvé vraiment l'information qu'elle avait été agressée. Par contre, du sperme a été retrouvé sur le pantalon de Dina, pantalon qui, je le rappelle, n'était plus sur elle, mais qui avait été roulé en boule et mis sur le côté. Donc, le sperme n'était pas sur elle directement, mais sur son pantalon, donc ça pose encore question, est-ce qu'elle a vraiment été violée ou non? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, eh bien, on part du principe qu'elle a dû vivre un terrible enfer et que tout ça devait tout de même avoir quelque part un but sexuel. Mais en tout cas, les traces de sperme retrouvées sur son pantalon seront envoyées au laboratoire dans le but de recueillir des données ADN. D'ailleurs, la police scientifique retrouvera également des traces ADN sous les ongles de Dina, montrant quand même qu'elle avait essayé de se défendre ou en tout cas qu'elle avait agrippé à un moment donné son agresseur. Et donc la police scientifique a pris ce qui se trouvait sous ses ongles pour que ce soit analysé. Donc clairement, là encore, ça faisait un indice de plus pour essayer de remonter jusqu'à son agresseur. Mais bon, en attendant les résultats, les enquêteurs ont tenté de savoir où avait été vue Dina pour la dernière fois avant qu'elle ne disparaisse. Les enquêteurs vont alors interroger un petit peu tous les proches de Dina, tous ses amis, et puis finalement ils vont interroger une certaine Rachel, qui était en fait la meilleure amie de Dina et qui était celle qui l'avait vue pour la dernière fois. Rachel va alors expliquer que la dernière fois qu'elle avait vu Dina était le 3 août 2002, donc 5 jours avant qu'on retrouve son corps. Et elle avait vu Dina dans des circonstances un peu étranges parce qu'elle l'avait vue en train de cambrioler la maison de leur ami Mike. J'ai très peu d'informations, donc je ne sais pas si Rachel a surpris Dina en train de cambrioler la maison ou si elle cambriolait cette maison avec elle, je ne sais pas, mais en tout cas ce fut le dernier moment où Dina a été vue. Donc voilà, j'ai pas plus d'informations par rapport à tout ça, mais en tout cas c'est la dernière fois que Dina a été vue par l'un ou l'une de ses amis. Par contre, le lendemain, le 4 août 2002, eh bien, Dina a été filmée par des caméras de surveillance. En fait, elle a été filmée dans les rues de sa ville, donc sans doute qu'elle était en train de travailler comme travailleuse du sexe. Et elle a été filmée à l'arrière d'une moto avec un homme à l'avant. Cet homme pourrait être l'un de ses clients. Et cet homme, on va réussir à l'identifier parce qu'il s'appelle Ira. Là encore, j'ai pas trouvé énormément d'informations, mais je sais qu'Ira n'a jamais été vu comme un suspect, il a directement été innocenté par les enquêteurs. Mais donc cet homme en question est sans doute la dernière personne à avoir vu Dina vivante. C'était donc le 4 août à 3 h du matin. Mais après ça, la police a eu beau chercher, ils n'ont retrouvé aucune trace de Dina, aucune trace avant le 8 août, jour où donc son corps a été retrouvé dans les hautes herbes. Les enquêteurs vont évidemment continuer à chercher dans le but de trouver un suspect et Rachel, donc la meilleure amie de Dina, dira que selon elle, la personne qui s'en était prise à son amie était sans doute l'un de ses clients. Rachel va alors confier aux enquêteurs que Dina avait un client assez régulier qui s'appelait John Vinton et qui vivait à l'extérieur de la ville. Rachel précisera alors que dès que John était dans les parages, il allait toujours voir Dina pour ses services sexuels. Bon, là, évidemment, les enquêteurs n'avaient rien de plus contre ce John Vinton, mais ça leur faisait quand même un tout premier suspect, donc ils ont décidé d'enquêter un peu plus sur lui. Déjà, dans un premier temps, d'autres travailleuses du sexe vont être interrogées et vont confier aux enquêteurs que quelques jours avant qu'on retrouve le corps de Dina, elles avaient remarqué que ce fameux John Vinton était de nouveau en ville. Certaines filles qui vont être interrogées vont même affirmer l'avoir vu en compagnie de Dina quelques jours avant que Dina en fait ne soit retrouvée morte. Donc là déjà les enquêteurs avaient un peu plus de preuves à l'égard de John Vinton, mais vous allez voir, ce qui va suivre va clairement faire en sorte que John va devenir le suspect principal. En fait, une femme qui s'appelle Betty et travaillant au ministère de la Santé et des Ressources du comté va aller voir la police et dira que là encore,
Quelques jours avant qu'on retrouve le corps de Dina, elle avait été approchée par un homme qui disait justement s'appeler John, et cet homme lui avait demandé si elle pouvait rechercher et lui donner l'adresse d'une certaine Dina Crawford. Évidemment, Betty avait refusé, l'homme était reparti, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 5 août 2002, donc 3 jours avant qu'on retrouve le corps de Dina, cet homme qui disait s'appeler John s'est rendu au domicile de Betty, et d'ailleurs on ne sait pas comment ce John a trouvé là où habitait Betty. Mais en tout cas, une fois chez elle, eh bien l'homme a de nouveau demandé à Betty s'il pouvait lui donner l'adresse de Dina Crawford, et encore une fois Betty a refusé. Mais voilà, Betty va expliquer qu'au moment où elle a refusé, eh bien John lui a dit une phrase qu'elle n'oubliera jamais. Il lui a dit: personne n'aura plus jamais à s'inquiéter que cette fille vole à nouveau quelqu'un d'autre, parce que son corps se trouve à Hickory Ridge, dans une vieille cabane. Ce qui est fou, c'est que le corps de Dina a justement été retrouvé à cet endroit précis, et selon le médecin légiste, le 5 août, eh bien, elle devait déjà être morte. Donc, si cet homme cherchait l'adresse de Dina, c'était sans doute pas pour lui faire du mal, mais peut-être pour aller récupérer quelque chose qu'il lui avait volé, vu que devant Betty, il l'avait traitée de voleuse. En tout cas, après le témoignage de Betty, comme je vous l'ai dit, John Vinton va devenir le suspect principal. Par contre, il va falloir attendre 4 longs mois avant que la police ait enfin l'autorisation de faire une perquisition à son domicile. En fait, oui, il y avait un gros témoignage à l'encontre de John Vinton, mais à part le témoignage de Betty, eh bien, les enquêteurs n'avaient pas grand-chose sur lui. Oui, c'était un homme qui connaissait Dina, qui avait déjà été l'un de ses clients. Il semblait être en ville quelques jours avant qu'elle soit retrouvée morte. Mais à part le témoignage de Betty, il n'y avait rien de flagrant à son égard. Donc voilà, il a quand même fallu 4 mois avant que la police ait enfin le droit de perquisitionner son appartement. Clairement, les policiers étaient sûrs que John était le coupable, alors ils ont vraiment tout cherché chez lui. Mais au final, ils n'ont absolument rien trouvé. Il n'y avait aucune preuve, il n'y avait aucun indice, il n'y avait aucune trace de sang, rien qui pouvait appartenir à Dina. Donc au final, c'est très frustrant, mais John n'a jamais été inculpé. Au final, on ne sait pas vraiment si Betty a dit la vérité ou si elle a menti. Si elle a menti, on ne comprend pas trop pourquoi elle-même aurait été voir la police pour raconter cette histoire envers John. Voilà, ça reste assez mystérieux, mais malheureusement, on ne saura jamais si John avait bel et bien quelque chose à se reprocher là-dedans, parce qu'il est finalement mort en 2006, soit 4 ans après les faits. L'enquête n'a alors plus vraiment avancé, mais 5 ans après la mort de Dina, soit quelques mois seulement après celle de John Vinton, de nouveaux suspects ont émergé dans l'enquête. En fait, un beau jour de l'année 2007, un homme qui s'appelle Greg Bailey va appeler la police pour leur dire que son neveu, Brian Dement, ainsi que 3 de ses amis avaient tué Dina Crawford quelques années auparavant. Alors, c'était effectivement un énorme retournement dans l'enquête, et d'ailleurs, dès que les policiers ont eu cette information, ils ont immédiatement commencé à se renseigner sur Brian, mais aussi sur son oncle qui l'avait dénoncé, son oncle Greg. Alors, tout d'abord, pour ce qui est de Greg, donc l'oncle de Brian, les enquêteurs verront qu'il avait un casier judiciaire et était répertorié comme étant un toxicomane de longue date. Pour ce qui est de son neveu, donc Brian, les enquêteurs verront qu'il avait été diagnostiqué comme souffrant de graves troubles d'apprentissage et de maladies mentales, notamment un trouble bipolaire. Mais bon, la police va décider d'interroger Brian par rapport au meurtre de Dina, et clairement, Brian, dès qu'il va se retrouver face à tous les policiers, il va immédiatement avouer. Ce n'est pas tout, mais Brian va aussi dire que 3 de ses amis étaient coupables et avaient avec lui tué Dina. Il s'agissait de Justin Black et des frères Philip et Nathan Barnett. Brian va alors s'expliquer plus en détail et dira qu'au début du mois d'août 2002, lui et ses amis se trouvaient à une fête au domicile de Justin Black, donc un des 3 amis de Brian, où justement Dina était présente. À la fin de la soirée, ils avaient justement quitté la fête avec elle, et tous les 5 avaient alors pris la voiture et avaient conduit jusqu'à une ferme abandonnée. Je précise quand même ici que je vous raconte les faits comme Brian les a racontés. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné énormément de détails, ou en tout cas on ne les connaît pas, mais vous allez voir qu'en tout cas c'était très flou, on ne sait pas vraiment comment il a rencontré Dina, comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée à cette fête. Il n'y a pas énormément de détails, simplement il va donner une succession de faits.
En tout cas, Brian poursuivra en disant qu'arrivé à la ferme abandonnée, lui et ses 3 amis s'en étaient pris physiquement à Dina. Il l'avait alors couverte de coups de pied, de coups de poing et puis finalement il l'avait assassinée. Après ça, Brian dira être reparti et avoir passé la nuit chez son oncle, donc le même oncle qui l'a dénoncé à la police. Par contre, écoutez bien parce que c'est maintenant que les choses deviennent assez étranges. Les enquêteurs vont demander à Brian de redire une deuxième fois tout ce qui s'était passé la nuit du meurtre. Brian va le faire, mais il va changer une multitude de détails et c'était quand même des détails assez importants. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est qu'il n'a même pas eu l'air de se rendre compte qu'il avait changé beaucoup de détails parce qu'à la fin de son interrogatoire, Brian avait signé ses aveux écrits. Pour vous donner une idée du genre d'incohérence que Brian a faite, par exemple, dans son tout premier interrogatoire, il va dire que c'est son ami Philip Barnett qui avait sorti Dina de la voiture et l'avait frappée en premier. Par contre, dans sa seconde version des faits, Brian affirme alors que c'était lui-même qui avait sorti Dina de la voiture. Deuxième incohérence qui va s'avérer assez importante, dans sa première version des faits, Brian va expliquer que après avoir tué Dina, eh bien lui et ses 3 autres amis étaient repartis tous ensemble en voiture. Mais dans sa deuxième version des faits, eh bien Brian va expliquer être resté tout seul après sur la scène de crime et que ses 3 autres amis avaient pris la voiture et étaient repartis seuls. Donc lui ensuite aurait dû appeler un taxi ou quelque chose comme ça pour rentrer chez lui. Donc clairement c'est pas des petites incohérences, c'est quand même des grosses choses, c'est compliqué de mélanger tout ça, de se tromper là-dessus. Mais bon, ça n'a pas semblé trop déranger les enquêteurs. D'ailleurs, après ses aveux, Brian a accepté de plaider coupable pour le meurtre et il a donc été mis en détention provisoire, mais 2 jours plus tard, il a décidé de revenir sur l'intégralité de ses aveux. Il va alors demander un nouvel interrogatoire et quand il sera de nouveau face aux policiers, il dira qu'il avait menti la veille, qu'en fait il connaissait même pas Dina, ses amis n'avaient même pas connu Dina, ils étaient même pas ensemble ce soir-là et en fait il a inventé tout ça parce que il avait été mis un peu sous pression par les policiers et il voulait simplement leur dire ce qu'ils avaient envie d'entendre, mais là il se rendait compte qu'il avait plaidé coupable pour quelque chose qu'il n'avait pas fait et donc ça lui semblait important maintenant de le dire. Évidemment, tout ça était très étrange, donc pour essayer d'y voir plus clair, les enquêteurs ont décidé d'interroger l'un des 3 amis de Brian. Ils ont alors choisi d'interroger Justin Black, qui était en plus celui chez qui la fête avait eu lieu. Chose quand même importante à préciser, la police n'a pas dû aller chercher Justin vraiment loin parce qu'en fait lui-même avait entendu parler en ville que la police le cherchait, qu'il voulait l'interroger et donc Justin lui-même s'était rendu au commissariat en disant « Je suis là, posez-moi des questions, c'est pourquoi ». Donc il a clairement pas essayé de fuir, il savait même pas pourquoi est-ce qu'on l'interrogeait au départ. Donc là, Justin, alors âgé de 23 ans, a été interrogé pendant des heures au sujet du meurtre de Dina. On lui a alors fait lire les déclarations de son ami Brian, mais malgré ça, pendant de longues heures, il a absolument tout nié. Justin dira ne pas savoir pourquoi est-ce que Brian avait inventé tout ça et il dira ne même pas connaître Dina, il n'avait aucune idée de pourquoi on l'accusait de meurtre. Mais bon, les enquêteurs ne vont pas vouloir en rester là et ils vont mettre de plus en plus la pression à Justin pour qu'il l'avoue. Comme je vous l'ai dit, ils ont fait lire à Justin encore et encore les anciennes déclarations de Brian et en gros, ils essayaient que Justin dise que oui, tout était vrai par rapport aux accusations qu'on lui montrait déjà. C'est important de le préciser parce qu'en fait, petit à petit, Justin va commencer à dire que oui, c'est possible que ça se soit passé, oui, c'est possible qu'en fait Dina était à ma fête, oui, on a finalement été dans ce chalet abandonné. Voilà, petit à petit, il a commencé à avouer les faits, mais lui-même ne les a pas dit. C'est simplement sur base des aveux de Brian qu'il a commencé à dire que oui, ça pouvait être vrai. Au final, après des heures et des heures d'interrogatoire, Justin va donner sa version des faits et il dira qu'au moment où lui, ses amis et Dina sont arrivés à la ferme abandonnée, eh bien ses amis et Dina sont partis un petit peu plus loin et lui est resté près de la voiture pour uriner. En fait, Justin va dire que oui, Dina a bel et bien été tuée ce jour-là, mais que lui n'était pas là au moment du meurtre, il était simplement resté près de la voiture. Par contre, dans sa déclaration, il va rejoindre la deuxième version de Brian. Il dira que lui et ses 2 autres amis étaient finalement repartis tous les 3 en laissant donc Brian sur place. Pour les enquêteurs, le fait que Brian et Justin aient donné le même détail par rapport au fait que Brian était resté sur place était la preuve ultime
que tout ça était vrai, que c'était bel et bien eux les coupables. Alors oui, évidemment, ça pourrait être cette preuve ultime, mais pas du tout en fait, vu que, et je le redis, on a fait lire encore et encore les déclarations de Brian à Justin. Donc, il pourrait très bien s'être contenté de simplement répéter ce qu'il avait lu plus tôt. Ici, j'essaye pas de vous dire qu'ils sont innocents ou coupables, qu'ils disent la vérité ou non. Je vous dis simplement que le témoignage de Brian et celui de Justin ne peuvent pas vraiment être pris en compte parce qu'ils ont été mal interrogés. Donc ça crée déjà un premier gros problème dans cette affaire. Donc voilà, je pense sincèrement que leurs aveux ne valent strictement rien, vu qu'ils ont été mis sous extrême pression et que les enquêteurs leur ont clairement dit ce qu'ils devaient avouer. D'ailleurs, une semaine après son interrogatoire, Justin, tout comme Brian avant lui, est revenu au commissariat et a demandé s'il pouvait se rétracter. D'ailleurs, un peu plus tard, Justin va remettre un document aux autorités et sur ce document, il va écrire que pendant son interrogatoire, il avait dit à plusieurs reprises aux policiers qui l'interrogeaient qu'il ne connaissait pas Dina et qu'il ne lui avait pas fait de mal. Mais voilà, il expliquera alors que les enquêteurs qui l'interrogeaient lui avaient fait du chantage pour qu'il avoue tout de même sa participation dans le meurtre de Dina. En fait, à l'époque, Justin était en liberté conditionnelle pour une condamnation pour blessure malveillante. Et donc la police l'avait menacé de révoquer sa libération conditionnelle s'il n'avouait pas. Le fait qu'on lui a fait du chantage pendant son interrogatoire aurait dû rendre ses aveux irrecevables, mais les autorités de la Virginie occidentale, eux, n'étaient pas de cet avis. D'ailleurs, le commissariat ne va même pas enregistrer la nouvelle déclaration de Justin. Et d'ailleurs, ils ne vont même pas lui demander de la signer. Aussi, peut-être que vous vous demandez si la police a interrogé les frères Philip et Nathan Barnett. Donc rappelez-vous, c'était les autres amis de Brian qui auraient apparemment eux aussi participé au meurtre. Eh bien, encore une fois, la réponse est assez floue parce qu'on ne sait pas si ils ont été interrogés avant ça ou non. On ne sait pas si eux ont donné une version des faits. Il n'y a pas vraiment de traces de ça dans l'enquête. Mais bon, on se rappelle tout de même que de l'ADN avait été retrouvé sur la scène de crime. Du sperme avait même été relevé sur le pantalon de Dina. Donc en soi, il suffisait de tester l'ADN retrouvé et le comparer à celui des 4 suspects pour savoir s'ils avaient bel et bien quelque chose à se reprocher dans la mort de Dina. Eh bien, ça a été fait. L'ADN a été comparé et il ne correspondait à aucun des 4 suspects. Ça aurait donc pu s'arrêter là, mais non. Les enquêteurs ne vont pas vraiment prendre ça en compte et simplement sur base des aveux de Brian, qui je le rappelle était atteint de plusieurs troubles mentaux, et celui de Justin qui avait reçu du chantage de la part des enquêteurs, eh bien, les 4 hommes, les 4 suspects vont être arrêtés pour le meurtre de Dina. Brian était lui déjà en détention provisoire et le 16 mai 2007, Justin Black a été arrêté et puis 2 jours plus tard, ce fut au tour de Philip Barnett, 27 ans, et de son frère Nathan Barnett, 24 ans. Là encore et clairement, les enquêteurs ont tout fait pour leur mettre la pression et les monter les uns contre les autres. On sait que les enquêteurs se sont vraiment focalisés sur Brian, c'était lui qui avait donné la première version des faits, c'était lui le plus faible d'esprit et c'était lui qui avait déjà plaidé coupable une première fois. Entre-temps, Brian s'était rétracté, mais cette fois les enquêteurs vont lui dire que ses amis étaient aussi sous les barreaux, que tous allaient sans doute recevoir une peine très lourde pour ce qu'ils avaient fait, et donc les enquêteurs vont dire à Brian: maintenant, si tu veux avoir une peine moins lourde, on te conseille de plaider coupable et de témoigner à l'encontre de tes 3 amis. Et Brian, désespéré, va alors accepter le deal. Il faut savoir qu'en parallèle de tout ça, Nathan Barnett, donc un des 2 frères, avait lui décidé d'embaucher un détective privé pour essayer de sortir de tout ça. Il s'était dit, si un détective privé fait sa propre enquête, peut-être que lui trouvera le véritable coupable et donc me sortira moi de prison. Ce détective privé va plus tard se confier et dira que à ce moment-là, il avait été parler à Brian et lui avait demandé pourquoi est-ce qu'il inventait tout ça, pourquoi est-ce qu'il témoignait contre ses amis, et Brian lui avait répondu qu'il n'avait pas le choix, que souvent il avait eu envie de se rétracter, de dire non, en fait je mens, c'est pas vrai, mais qu'on ne lui en avait pas laissé la possibilité. En fait ici, on va pas se mentir, c'est assez gros. Clairement, aucun des 4 accusés semble être vraiment suspect dans cette affaire. Mais malgré tout, eh bien, la police semble réellement réussir à les manipuler pour qu'à chaque fois, ils avouent et leur laissent plus ensuite la possibilité de se rétracter.
C'est en tout cas ce que le détective privé a relevé de tout ça parce que au final, quand il avait quitté Brian, Brian lui avait juré que ni lui ni ses 3 amis ne sont été pris à Dina, qu'il ne la connaissait même pas, mais que simplement, il était un petit peu perdu et tourmenté par tout ce qui se passait. En fait, Brian dira aussi que tout ça était simplement parti du fait que son oncle avait un jour téléphoné à la police pour l'accuser du meurtre de Dina. Mais là encore, c'est assez flou parce qu'on ne sait pas pourquoi son oncle d'un coup s'est mis à l'accuser lui et ses 3 amis. Alors oui, son oncle, qui je le rappelle s'appelle Greg Bailey, avait un casier judiciaire, des problèmes de drogue. Est-ce que c'est à cause de la drogue qu'il a commencé à psychoter et croire que c'était son neveu qui avait assassiné Dina il y a quelques années ? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout part de cet appel à la police venant de Greg Bailey. Mais bon, rien de tout ça n'a ralenti le procès des 4 accusés. Le procès de Justin s'est ouvert le 21 février 2008, mais au bout du 2e jour, il a été annulé après que Justin ait clamé haut et fort qu'il était prêt à passer le test du polygraphe, donc en gros le détecteur de mensonges. Un second procès a alors eu lieu le 25 avril et le principal témoin de l'accusation était nul autre que Brian. Brian a alors témoigné en disant qu'il avait vu Justin en train de frapper Dina. Brian va alors se lancer dans une toute nouvelle version des faits et c'est là qu'il va expliquer qu'ensuite il avait vu Justin entraîner Dina en bas d'une colline et commencer à la frapper. Il dira d'ailleurs que Justin s'était fait rejoindre par les frères Barnett et que tous les 3 avaient frappé Dina jusqu'à ce qu'elle décède. Brian dira par contre que lui était parti lorsque l'attaque était devenue trop violente. Il va même renchérir en disant que pendant l'attaque, il s'était caché dans les bois en écoutant Dina implorer pour sa vie. Bon, évidemment au procès, l'avocat de Justin va évidemment pointer du doigt toutes les incohérences de Brian et dira que oui, il donnait une version des faits, mais en soi, dès qu'il racontait les faits, il donnait une version différente. Brian va alors répondre à ça que jusqu'ici, il avait toujours menti, mais que là, cette fois, la version qu'il avait donnée, c'était la vérité. Par contre, donc, dans cette dernière version des faits, Brian explique que ses 3 amis, donc Justin et les frères Barnett, étaient ensuite partis de la scène de crime en voiture tous les 3. Lui serait alors resté là et il aurait appelé une compagnie de taxi pour qu'ils viennent le chercher et le ramènent ensuite chez son oncle. Mais la défense va rebondir là-dessus et dira qu'aucune compagnie de taxi n'avait été appelée dans cette zone ce jour-là. Mais bon, le juge n'a jamais permis que le propriétaire de la compagnie de taxi locale soit interrogé, donc cet élément de défense n'a jamais vraiment été considéré. Mais bon, heureusement, la défense ne va pas s'arrêter là, ils vont persévérer et ils vont présenter un nouveau témoin qui s'appelle Sherry Faulkner. En fait, Sherry vivait justement à Hickory Ridge, donc l'endroit où le corps de Dina avait été retrouvé au moment des faits. Sherry va alors expliquer que quelques jours avant la découverte du corps de Dina, elle avait vu marcher une jeune femme qui portait un débardeur noir sur la route principale de Hickory Ridge. Selon son témoignage, cette femme qui marchait correspondait en tout point à Dina. Mais ce n'est pas tout, Sherry expliquera aussi que lorsqu'elle a vu cette jeune femme, elle semblait être suivie par un homme dans une camionnette rouge. D'ailleurs, elle a même vu à un moment donné la camionnette s'arrêter à hauteur de la jeune femme et puis elle a vu cette jeune femme monter à l'intérieur. Elle précisera aussi que dans la camionnette, il y avait un homme, un seul, pas 3, pas 4, juste une personne. Si cette femme était bel et bien Dina, cet homme dans la camionnette rouge pourrait être le suspect principal, voire le coupable. Mais encore une fois, ce nouveau témoignage a oui été entendu, mais pas vraiment pris en considération. En fait, c'était comme si tout était déjà joué d'avance. Justin n'a pas arrêté de dire que ses aveux avaient été motivés par la menace des policiers, mais ça n'a pas eu l'air d'intéresser le jury qui était convaincu que le témoignage de Brian était la vérité absolue. Au final, à la fin du procès, Justin a été reconnu coupable du meurtre au 2e degré. Il a alors été condamné à une peine de 40 ans de prison et Brian, de son côté, qui avait plaidé coupable, a lui été condamné à une peine de 30 ans de prison. Par la suite, il y a eu le procès des frères Barnett qui a eu lieu au mois d'août 2008. À leur procès, Brian était de nouveau là pour témoigner à leur rencontre. En soi, les choses se sont passées un peu comme au procès de Justin. La défense des frères était claire, ils avaient pas mal d'éléments qui les innocentaient, mais malgré tout, c'était le témoignage de Brian qui intéressait vraiment le jury.
Au final, ils ont tous les deux été reconnus coupables de meurtre au 2e degré. Nathan a été condamné à 36 ans de prison et Philippe à 40 ans. Après le procès, Justin a fait appel à la décision du juge, mais ça lui a été refusé. D'ailleurs, le juge a même nié l'affirmation selon laquelle les policiers avaient fait du chantage à Justin pendant son interrogation. Selon ce même juge, en fait, faire du chantage par rapport à des libertés conditionnelles serait en fait une pratique assez courante. Il dira même que si Justin avait voulu arrêter son interrogatoire à ce moment-là, il en aurait eu le droit. Mais voilà, Justin n'avait pas exercé ce droit et à la place, il avait décidé d'avouer. Donc, encore une fois, le juge dira qu'il n'y avait eu aucun abus de la part des autorités. Par contre, pour ce qui est de Nathan et Philippe Barnett, ils ont eux aussi fait appel à la décision du juge et leur condamnation a finalement été annulée et un autre procès a alors été planifié. Mais bon, entre-temps, ils ont finalement tous les deux plaidé coupables pour homicide volontaire et ont été condamnés à 25 ans de prison pour Philippe et 15 ans de prison pour Nathan. En fait, clairement, tout comme Brian, ils ont plaidé coupables parce qu'ils savaient que ça allait réduire leur peine. Donc c'était un peu la solution de facilité dans un sens, mais c'est surtout aussi qu'on leur avait dit que même s'ils repassaient devant un jury, ils seraient quand même reconnus comme coupables. Malgré tout, même après leurs aveux, eh bien, ils ont continué à dire qu'ils étaient innocents et qu'ils ne connaissaient, encore une fois, même pas Dina. Mais heureusement, les choses ne s'arrêtent pas là. Justin et les frères Barnett ont continué de se battre pour obtenir justice. Le nouvel avocat de Justin a d'ailleurs demandé à ce que de nouveaux tests ADN aient lieu afin de montrer une nouvelle fois que son ADN ne correspondait pas à celui retrouvé sur la scène de crime. Mais face à ça, l'accusation a simplement répondu. L'ADN qui ne correspond pas ne prouvera pas son innocence. Alors pourquoi s'embêter à faire des tests ? Mais bon, comme je l'ai dit, Justin et les frères Barnett se sont vraiment battus pour que de nouveaux tests aient lieu. Et finalement, au bout de plusieurs années, en 2017, des tests ont enfin eu lieu et l'ADN trouvé sur le pantalon de Dina a pu être comparé à ceux étant déjà dans la base de données de la police. Et enfin, au bout de plusieurs années de lutte, des tests ont enfin eu lieu. Donc encore une fois, on a eu la confirmation que l'ADN trouvé sur le corps de la victime, sur la scène de crime, ne correspondait pas à l'ADN des 4 accusés. Par contre, cet ADN trouvé sur la scène de crime va être comparé une nouvelle fois à la base de données des policiers. Et là, c'est assez dingue, mais il va y avoir une correspondance. L'ADN semblait en fait correspondre à celui d'un homme connu sous le nom de Timothy Smith et qui se trouvait en prison dans l'Ohio pour un crime sexuel impliquant un mineur. Il sera d'ailleurs prouvé qu'au moment du meurtre de Dina, Timothy vivait en Virginie occidentale dans la région où se trouvait Dina. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais grâce à cette nouvelle analyse de l'ADN, eh bien les 4 coupables sont en soi innocentés et nous avons un nouveau suspect potentiel. Je dis bien en soi innocentés parce que, comme l'a dit l'accusation, même si l'ADN ne correspondait pas, selon eux, ça ne les innocentait pas complètement. Mais bon, concentrons-nous tout de même sur ce tout nouveau suspect. Timothy sera alors interrogé dans la prison où il résidait, mais il va totalement nier connaître Dina. Même si, je le rappelle, son ADN avait été retrouvé sur elle. Par contre, un peu plus tard, Timothy va déclarer que quelques jours avant son interrogatoire sur le meurtre de Dina, des policiers étaient venus le voir dans sa cellule et l'avaient alors menacé et lui avaient demandé de se taire. On n'en sait pas plus, mais ça donne vaguement l'impression que la police de Virginie occidentale n'avait pas trop l'air de vouloir revenir sur leur jugement. Comme si au fond les autorités avaient honte de s'être trompées de coupable et qu'ils voulaient au final que tout reste comme ça et que Timothy ne soit pas réellement appréhendé. Mais bon, heureusement, les choses vont quand même évoluer grâce à l'ex-épouse de Timothy qui va venir voir la police. Elle va alors leur expliquer qu'une nuit de l'été 2002, Timothy était rentré à leur domicile avec un peu plus d'argent que d'habitude et avec du sang sur les mains et ses vêtements. Elle lui avait alors demandé ce qui s'était passé et Timothy lui avait simplement répondu qu'il s'était battu. Mais ce n'est pas tout, cette même ex dira que quelques jours plus tard, Timothy lui avait confié qu'il avait tué quelqu'un. D'ailleurs, elle avait un jour surpris une discussion animée entre Timothy et l'un de ses amis et son ami semblait le menacer en disant qu'il allait aller parler à la police et dire ce qu'il avait fait à cette jeune femme. Donc avec ce nouveau témoignage, ça faisait quand même beaucoup de preuves à l'encontre de Timothy. Évidemment, en apprenant tout ça, Justin et les frères Barnett vont à nouveau essayer de faire appel pour annuler leur condamnation. Un nouvel enquêteur sur l'affaire va alors aller voir Brian, qui lui était toujours en prison
prison pour lui demander pourquoi est-ce que lui ne faisait pas appel. Parce que c'est vrai que depuis le début, Brian il plaide coupable, il vient témoigner contre ses amis et puis quand il faut faire appel, eh bien lui décide de ne pas le faire. Donc ça pose quand même question et c'est pour ça que cet enquêteur a décidé de l'interroger. Mais là, on va en fait apprendre que aucun des policiers de Glenwood ne lui avait parlé du fait que Justin et les frères Barnett essayaient eux de faire appel. Pour vous dire, Brian n'était même pas au courant du fait qu'il y avait des preuves ADN qui pourraient l'innocenter. Lui, depuis qu'il était en prison, la police lui disait simplement que toutes les preuves allaient à son encontre, que toutes les preuves allaient aussi à l'encontre de ses amis et que pour essayer d'avoir la plus petite peine possible, il n'avait pas le choix que de suivre les ordres qu'on lui donnait. Il n'était mis au courant de rien d'autre. Le nouvel enquêteur va alors tout expliquer à Brian, expliquer toute la situation et en sachant tout ça, eh bien Brian a alors de nouveau clamé le fait que tout ce qu'il avait dit jusqu'ici était faux, que ses aveux étaient faux et qu'il n'avait ni lui ni ses amis rencontré Dina un jour dans leur vie. Après ça, Brian a aussi déposé sa propre requête pour faire annuler sa condamnation. Pendant ce temps, de nouveaux policiers enquêtaient alors sur Timothy. D'ailleurs, 2 autres de ses ex-épouses ont été interrogées et les 2 ont déclaré que oui, Timothy avait des antécédents de violence. L'une de ces 2 ex de Timothy a aussi expliqué aux policiers qu'un jour, eh bien, Timothy lui avait confié qu'il avait tué une prostituée. Au final, le 1er mai 2019, un juge a annulé la condamnation de Justin, Nathan et Philippe. Le même juge a refusé un nouveau procès ou un appel pour Brian, déclarant que Brian, contrairement aux autres, n'avait pas clamé son innocence, ce qui était pourtant le cas. La suite a enfin eu lieu en 2021. L'État a officiellement rejeté toutes les accusations portées contre Nathan, Philippe et Justin. Donc en gros, ils ont reconnu qu'ils étaient innocents, qu'ils n'avaient pas tué Dina, qu'ils n'avaient rien à voir avec ça, alors que je le rappelle, ils avaient déjà passé des années en prison. Pour ce qui est de Brian, qui je le rappelle était atteint de plusieurs troubles mentaux et qui avait donc eu beaucoup de mal à se défendre, eh bien lui, il n'a pas été innocenté, mais tout de même, il a pu être libéré au vu du temps qu'il avait déjà passé en prison. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'ils ont un peu profité du fait que Brian ne sache pas se défendre pour décider de dire ok, si regardez, il y a quand même un coupable, c'est Brian, lui il reste coupable, mais pour que Brian n'essaye pas de plus se défendre, eh bien ils ont décidé de le libérer en disant qu'il avait déjà purgé assez d'années de prison. Clairement, on sent bien ici que les autorités essayent de minimiser un maximum leur erreur. Mais bon, pour en revenir à cette sortie de prison, eh bien quand il est sorti, Nathan Barnett a pris la parole devant des journalistes et il a dit « C'est formidable d'enfin laisser cela derrière moi. Même si j'étais sorti de prison, avoir l'accusation et un procès qui pesaient sur moi était extrêmement stressant. Maintenant, j'ai l'impression que je peux enfin passer à autre chose avec ma vie. » Tammy Barnett, donc la maman de Nathan et Philippe, a elle été toujours très active dans toute cette histoire. Aujourd'hui, elle se bat d'ailleurs encore pour que justice soit rendue complètement à ses fils, mais aussi à Dina. Ça a d'ailleurs été un très gros coup dur pour elle, ainsi que pour ses fils, Brian et aussi Justin. D'ailleurs, ça a été un très gros coup dur pour elle, mais aussi pour ses fils, pour Brian, pour Justin, quand ils ont appris que Timothy Smith, donc l'homme à qui l'ADN retrouvé sur la scène de crime appartenait, a été relâché de sa prison dans l'Ohio. Il avait en fait purgé sa peine pour son précédent crime et l'État avait décidé de finalement ne pas le poursuivre pour le meurtre de Dina. Donc au final, la seule personne reconnue coupable dans cette affaire reste Brian. Mais dans tous les cas, il est clair et net que Justin, Brian et les frères Barnett ont passé une grosse partie de leur vie en prison pour absolument rien et que la police n'a clairement jamais voulu reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Mais voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Je ne pense pas qu'il y aura une évolution là-dedans. J'ai l'impression que ça s'est figé un petit peu comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sincèrement, moi je suis assez persuadée que Brian n'avait rien à voir dans tout ça et que évidemment il est resté seul accusé, mais c'est surtout parce qu'il n'arrivait pas à se défendre aussi bien que les autres malheureusement. Mais bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et sinon moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!